Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ouais. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
bonjour à tout le monde. Je vais commencer par vous faire écouter ce message du professeur Kovi Gomez. Et le jour où ils vont faire leur propre recherche, ils vont comprendre que le christianisme n'est pas une religion d'amour. C'est une religion de prédation, d'assimilation, de destruction de nos valeurs. Et par conséquent, un instrument aux mains de l'impérialisme occidental. C'est pas pour rien que les Chinois n'en ont pas voulu. C'est pas pour rien que les Japonais n'en ont pas voulu. C'est pas pour rien que les Coréens du Nord n'en ont pas voulu. Tous ces peuples-là, aujourd'hui, ils sont mieux placés que nous. Si Jésus, lorsqu'on embrasse la foi, pouvait libérer les gens, leur donner la souveraineté, la nourriture, tout ça, mais c'est l'Afrique qui serait première au monde. Parce que c'est en Afrique qu'on est dans Jésus jusqu'à la mort. Je connais des gens qui dorment à l'église. L'église est devenue leur maison. Et la nuit, ils demandent, Jésus, viens nous voir. On a quitté notre maison pour faire des veillées. Des gens qui font des veillées pendant 30 jours consécutifs. Tu vois. Et tu les vois. Ils sont comme des loques parce qu'ils n'ont pas dormi pendant 3 jours. Soit disant qu'ils sont entrés sous les bougies de demander à Jésus, s'il te plaît, sauve-nous. Mais Jésus ne peut pas vous sauver parce que c'est Paul qui a inventé Jésus. Mais c'est pas clair. Donc, ce que je veux que les Africains comprennent, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de Messie. Chaque être humain, par sa vie, son travail, ses connaissances, assure ses arrières et assure l'avenir de sa progéniture. Chaque être humain est son propre sauveur. Et le paradis, c'est des nuages. Il n'y a pas de paradis, c'est des nuages. Ils m'ont dit, Kovi, tu vas amener les Africains dans l'athéisme. Voici ma position. En fait, ce qu'on appelle le paradis, c'est un arrière-monde inventé par ceux qui jouissent sur terre et prennent toutes la partie la je vais même être plus explicite, les richesses de la terre. Je vais même être plus explicite. Le paradis n'existe pas pour les Occidentaux. Ce qui existe, c'est la jouissance sur terre. Donc pour les Occidentaux, le paradis est sur terre. Et le paradis porte un nom, c'est l'Afrique. Et le paradis a un jardin de l'Éden, c'est le Congo. C'est tout ce que je voulais qu'on écoute dans cette section-là. Là, c'est le professeur Kovi Gomez qui faisait une conférence et il a brièvement expliqué beaucoup de choses ici. C'est la partie, l'essentiel que j'aimerais que tout le monde écoute. Voilà, donc c'est ça. Pour les Occidentaux, le paradis, c'est au Congo. Mais moi, je dirais beaucoup plus, moi, j'ai toujours pensé à ça, que toute cette zone d'Afrique centrale, j'y crois que c'est le jardin d'Éden. Si vous essayez de regarder la structure de la richesse que nous avons dans cette zone d'Afrique centrale, c'est aujourd'hui la zone qui a une forte stratégique du point de vue géopolitique, où toutes les forces de l'Occident aujourd'hui se concentrent pour vouloir contrôler à 100% les ressources naturelles de cette zone d'Afrique. Il y a peut-être 3 ans, 4 ans, nous avons eu à faire plusieurs conférences ici au Canada, en partant de l'Université de Montréal à la plus grande bibliothèque de Québec, ici à Toronto, sur l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Au cours de cette présentation,
nous avons présenté les potentialités de cette zone d'Afrique. En réalité, si vous regardez l'Afrique centrale, du point de vue ressources en eau potable, les eaux douces, ce bassin versant, c'est une zone assez riche. Et que déjà qu'avec ces ressources en eau que nous avons tendance à négliger, ça tire des convoitises des Occidentaux pour vouloir contrôler l'eau dans cette zone d'Afrique centrale, cette zone que nous appelons le bassin versant. Quand vous regardez la structure des métaux, les métaux les plus rares, c'est aussi dans cette zone d'Afrique centrale que vous allez retrouver ces métaux-là. Aujourd'hui, qu'il s'agit de l'industrie nucléaire à l'industrie aérospatiale, la plus grande partie des métaux se retrouve là, le cobalt et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, vous avez le coltan, qui est une matière essentielle dans ce que nous appelons l'intelligence artificielle que vous connaissez. Beaucoup de matériaux en ce qui concerne l'industrie aérospatiale, tout ce qui est lié à l'aéronautique. Bref, l'Afrique centrale, à elle seule, couvre une très grande partie des richesses du monde entier. Et donc, les ressources naturelles qui reviennent de l'Afrique centrale gouvernent le monde du point de vue technologique. Oui, chers amis. Bon, si vous regardez les ressources en pétrole ou en gaz, il y en a des tonnes et des tonnes. Regardez encore les capacités des sols, ce que nous appelons les sols arables, c'est-à-dire des sols fertiles. On peut simplement dire que dans l'année, nous avons peut-être 8 mois de pluie. L'Afrique centrale est un peu comparable à l'Amazonie, mais l'Amazonie n'a pas aussi assez de ressources naturelles que l'Afrique, cette zone d'Afrique détient. Voilà pourquoi moi j'ai toujours cru que oui, le jardin d'Éden, là où Dieu a enfoué les plus grandes parties des ressources naturelles, c'est en Afrique centrale. Donc, si ces États avaient eu des visionnaires, des gens conscients et sérieux de leur peuple, de leur développement, nous serons franchement très évolués du point de vue développement par rapport à l'Occident. Oui, chers amis. Nous vous conseillons encore d'aller chercher cette vidéo qui existe sur YouTube. Là, nous avons présenté l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Et nous nous dirigeons présentement vers ce phénomène-là. C'est-à-dire que les Occidentaux qui veulent à tout prix, qui d'ailleurs prennent nos matières premières gratuitement par des techniques de division et de guerre, sont en train de nous pousser vers cette guerre-là, la guerre de l'eau. Cette guerre de l'eau, ça signifie quoi? La recherche des terres fertiles. Et donc là, on trouve des partenaires, des gens comme Sassou Nguesso, qui sont maintenant en train de vendre les terres aux étrangers. Donc, ça va entraîner quoi? Le conflit. Parce qu'en ce moment-là, les gens auront des difficultés pour retrouver des zones fertiles, là où ils peuvent nourrir leurs enfants, nourrir leur bétail, bref, survivre. Souvenez-vous que l'Éthiopie a déjà des problèmes avec l'Égypte en ce qui concerne le barrage que l'Éthiopie était en train de construire. Parce que les Égyptiens se disent, si vous construisez ce barrage, le Nil aura des problèmes. Aujourd'hui, le bassin du lac Tchad a véritablement des grands problèmes. Nous avons déjà présenté les projets de déversement des bassins du fleuve Congo vers le bassin du lac Tchad. Là encore, c'est une présentation que nous avons eu à faire, ça et là avec des projets Transaka. Toujours les Occidentaux étaient derrière ces projets. Donc, prendre de l'eau dans le bassin du fleuve Congo,
le déverser dans le bassin du lac Tchad. Mais nous avons démontré que les eaux au bassin du fleuve Congo, dans cette présentation, plus de 200 millions de gens qui dépendent. Au bassin du lac Tchad, nous avons 42 millions. Donc vous voyez que les gens ont voulu, certainement dans les projets au Bangui et Transaka, vous voulez donc priver les 200 millions d'habitants des populations qui vivent des eaux du bassin du fleuve Congo pour les déverser au bassin du lac Tchad. Mais tous ces Occidentaux avaient un intérêt économique parce que ces gens-là voulaient construire des barrages hydroélectriques, des zones de déversement, ainsi de suite. Donc, on devait donc se retrouver avec d'énormes problèmes. Et nous pensons déjà que ces problèmes-là, nous commençons déjà à le voir parce que même les débits du fleuve Congo en lui-même sont en train de baisser. Parce que du moment où les débits de ces affluents baissent, le débit du fleuve Congo aussi baisse. Mes chers amis. Si vous ajoutez encore les mêmes Occidentaux, des prédateurs, des groupes d'intérêt à la recherche des hydrocarbures, veulent encore exploiter le pétrole dans les zones des tourbières. Là encore, nous avons eu à expliquer que l'exploitation du pétrole dans les zones de tourbières, les tourbières, c'est simplement cette structure végétale qui capture le gaz carbonique dans l'air. Donc c'est comme un filtre naturel. Vous voyez, on a découvert quasiment plus de 125 000 km², si je me souviens bien, de tourbières entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Mais chez nous, le Moshi Sassou a augmenté la machine. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, on a déjà parlé de ça, une compagnie française est en train de scanner le nord du Congo et cet avion est déjà là. Je crois que c'est GGA, je crois un truc pareil, est déjà là, en train de faire ce travail-là. Cet avion est déjà arrivé à Pointe-Noire et cet avion est en train de faire. Et je suis très sûr que Sassou attend les données de ces analyses de cette compagnie géospatiale française pour bâtir un projet pour, entre guillemets, sa campagne électorale. Donc, là encore, on a expliqué, vous avez déjà vu qu'avec des problèmes d'inondation, une grande partie du nord du Congo est inondée. Des populations ont d'énormes problèmes pour vivre parce que les terres fermes, il n'y en a pas assez. Les petites terres fermes qui existent sont menacées par les eaux. Bon, vous vous imaginez un peu, quand il y aura l'exploitation du pétrole dans les zones des tourbières, ça signifie que nous allons nous retrouver avec des grands problèmes de pollution. Ces populations qui vivent beaucoup plus de la pêche auront du mal à survivre. Et donc ces gens-là vont chercher à se déplacer. Ça va entraîner automatiquement des conflits, parce que ces gens-là vont chercher à les vivre vers des endroits où il y aura certainement des sols fermes ou des terres fermes. Et donc des problèmes de cohabitation vont exister, des conflits internes, ethniques vont commencer à exister. Nous allons donc arriver à une véritable catastrophe. Tout ça, on a déjà expliqué. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden que la Bible de chrétien nous parle, on nous parle le jardin bâti par Dieu. Et Dieu avait pensé que, avant de créer l'homme à son image et de tirer la femme, qui est donc Ève, de la côte de Adam, il fallait qu'il puisse préparer les conditions nécessaires pour que ces gens-là ne puissent pas souffrir pour trouver à manger. Et c'est ce que le bon Créateur a fait pour nous en Afrique centrale, a fait pour nous le peuple Congo. Il nous a donné les eaux, que d'ailleurs nous-mêmes nous avons du mal à exploiter, nous avons du mal à distribuer de l'eau potable à nos concitoyens. Il a donné les ressources naturelles, il a donné les ressources des forêts, donc éventuellement les animaux, les plantes, les végétaux, ainsi de suite. Il nous a même donné du bois où on peut
utilisé pour bâtir des maisons, pour construire les tables bancs, pour éduquer nos enfants. Là encore, nous en sommes incapables de pouvoir le faire. Les matières premières, c'est pour développer nos pays, assurer l'avenir de nos enfants, notre avenir, l'avenir de nos États. Là encore, nous sommes incapables de le faire. Pourquoi nous sommes incapables de le faire? Parce que le serpent est venu dans le jardin d'Éden. Le serpent ici, c'est qui? Dans le jardin d'Éden, ici que nous appelons l'Afrique centrale, nous avons un serpent qui est arrivé dans ce jardin d'Éden pour casser ce que Dieu a donné à Adam et à Ève. Comme vous le savez, le serpent est venu dans le jardin d'Éden. Le serpent est passé par l'intermédiaire de Ève, demandant à Ève que ce fruit, tu peux le manger. Et Ève a convaincu Adam, ils ont donc mangé ce fruit-là. Et selon la Bible, les chrétiens nous disent, après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus nus. Oui, chers amis. Sassou, c'est ce serpent-là qui est venu dans ce jardin d'Éden. Il est rentré par le Congo. Il est venu d'une manière subtile. Voyez? Comment pouvez-vous imaginer un homme aussi bête, aussi idiot comme Sassou a pu déjouer tout le monde? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Ça veut simplement dire que cet homme est doté d'une autre intelligence. Une intelligence subtile du malin, une intelligence qui est renfermée dans une sagesse de la destruction, dans une sagesse du pillage, dans une sagesse du vol. Oui, chers amis. Il n'est pas doté d'une intelligence comme nous qui avons le contexte de penser à l'autre, de penser au pays, de penser à nos concitoyens, de penser à nos frères, à nos sœurs, de penser à nos enfants. Il est venu dans le concept d'une intelligence qui est totalement différente de la nôtre. C'est l'intelligence du diable, du malin. Si vous voyez comment ce serpent s'est glissé dans ce jardin d'Éden-là, il a pu écarter quasiment tout le monde par le biais des assassinats. Il a tué Diawara de ses propres mains. Il a tué le président Alphonse Massamba Deva certainement de ses propres mains. Et ce serpent s'est même s'attaquer à la plus haute institution que nous appelons ici l'institution de Dieu. Comme d'ailleurs le serpent qui est venu s'attaquer à la créature de Dieu en les détournant des objectifs principaux que le Dieu créateur les avait donnés. Il est arrivé à dissuader et à chercher à dévier la vision que le Créateur avait mis dans Adam et Ève. C'est exactement le même concept que nous avons pour le cas du Congo. Ce serpent s'est attaqué à la plus haute institution de Dieu, qui est éventuellement ici en s'attaquant à la personnalité du cardinal Émile Béda. Cardinal qui représente la plus haute personnalité de l'Église catholique au Congo-Brazzaville. Donc, vous voyez, chers amis, mais ce serpent a pu tuer cet homme. Vous voyez, chers amis, et en tuant cet homme vivant de ses propres mains, ce serpent a encore bénéficié de la protection même de la plus haute personnalité de cette institution religieuse que nous appelons l'Église catholique, c'est-à-dire du pape. Curieux, hein, chers amis. C'est là où je dis que cet homme est doté d'une intelligence de la destruction, une intelligence de subtilité, une intelligence maléfique, couronnée d'un certain pouvoir de domination. Parce que quand même que ce serpent qui s'est infiltré dans le jardin d'Éden, qui est le Congo, il a écarté tout le monde à leur passage. Oui, Diawara, il a écarté, il a assassiné, après il a occupé sa fonction. Et après, il a mis un idiot qui peut contrôler.
Marie Ngouabi l'a pris, hein, un petit. Ce serpent a été subtil encore, à dissuader Marie Ngouabi, à ravir la femme de Marie Ngouabi, à enceinter la femme de Marie Ngouabi, et à donner un enfant avec la femme de Marie Ngouabi, que nous appelons Céline, pendant que Marie Ngouabi savait que ce serpent sortait avec son épouse. Mais il s'est échappé. Ça démontre que ce type est doté d'une intelligence maléfique de domination qui est arrivé même à dominer complètement Marie Ngouabi qui détenait le bâton de pouvoir. C'est incroyable, chers amis. Et le serpent a continué à évoluer. Il tue le cardinal Mibela. Il s'attaque à l'institution de Dieu. Il est reçu par le pape. Le pape lui serre la main. Il est reçu dans toutes les capitales du monde entier. Incroyable et surprenant. Beaucoup de gens se disent que c'est naturel. Non, c'est pas le naturel, c'est du diable. Ce serpent ne s'est pas arrêté par là. Il continue de massacrer. Il tue encore un autre monseigneur de l'église. Monseigneur Enos Kombo. Le Vatican est très bien informé, mais tout le monde ferme la bouche. Incroyable. Le serpent dirige l'église. Aucun prêtre ne peut se lever face à ce serpent. Aucun pasteur ne peut se lever face à ce serpent. Il a totalement dominé l'église. C'est ce serpent qui gouverne l'église, qu'il s'agit des catholiques, des protestants, des salutistes, kimbongistes, les Ngunza, les églises de réveil. Tout ce monde sont sous le contrôle de ces serpents incroyables. Ouais, chers amis. Le serpent continue sa marche. Le serpent s'attaque à l'institution que Dieu a mis sur terre, la famille. Il rentre dans les couples des individus. Il rentre dans les couples de ses amis. Il rentre dans les couples de ses partenaires. Il touche leurs épouses. Il fait des enfants avec leurs épouses. Il fait les enfants avec leurs filles. Il passe aux garçons. Il sodomise le père. Il sodomise les enfants. Il passe aux nièces. Ce serpent arrive aussi à s'aimer la zizanie au sein de sa propre famille. Il fait des enfants avec la femme de son frère. Il sort avec ses propres filles. Bref, ce serpent a installé ce que nous appelons la sémence du diable. La sémence du serpent, ce venin. Mais quand vous voyez la coiffe de l'homme, c'est la coiffe d'un serpent. Mais vous ne voyez pas ce serpent de vos propres yeux. Mais ces femmes dans lesquelles ça se passe savent la sémence que ce type laisse. Il domine les épouses. Il leur finit leur vigueur. La plupart de tous ces hommes dont ça se sort avec ces femmes-là, ces hommes-là ne bandent plus. Et c'est ça qui est la vérité, chers amis. Ils ont perdu leur force, leur vigueur d'homme. Oui, chers amis. Et ce serpent a laissé la semence dans l'ensemble du pays. Parce que quand il sort avec ton épouse, vous continuez à sortir avec votre épouse. Mais vous avez aussi des copines dehors parce que c'est ce que ces gens-là recommandent. Voyez, la semence qu'il a laissée dans votre épouse, vous prenez cette semence, vous allez à l'extérieur, vous déposez la semence. Les 10e bureaux aussi ont des copains. Ces 10e bureaux aussi, ces copains-là viennent prendre cette même semence, ce que nous appelons la chaîne de la malédiction. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est une longue chaîne. Et ce serpent ne s'est pas simplement arrêté au territoire congolais. Ce serpent est aussi parti dans les pays environnants. En République démocratique du Congo, c'est la même chose, ça continue, le même système. Au Gabon, ça continue. En République centrafricaine. Au Cameroun. Bref,
ce serpent est en train d'envenimer l'Afrique centrale, en train de bousiller le jardin d'Éden. Oui, chers amis. Et ce serpent ne s'est pas simplement touché à la famille, mais ce serpent touche aussi aux citoyens de chaque pays. Ce serpent arrive même à exproprier les citoyens, de faire que ces citoyens deviennent des étrangers sur leur propre terre. Ils vont les terres que le Dieu créateur nous a tous confiées. Ce jardin d'Éden qui était notre propriété devient aujourd'hui la propriété des autres individus qui viennent d'ailleurs. Oui, chers amis. Ce serpent ne s'est pas arrêté par là. Ce serpent brade même toutes les richesses que le Dieu créateur nous a données. Et donc le jardin d'Éden devient bradé. Les richesses non pas seulement du Congo, mais il convoitise aussi les ressources naturelles des autres pays, en passant par l'extension des familles, le Gabon, en créant des relations vers l'Angola, la République démocratique du Congo. Ce serpent crée la zizanie partout. Il contrôle la République démocratique du Congo, bien sûr, par Tshisekedi. Il crée la zizanie en République centrafricaine. Coup d'État en coup d'État. Il arme les groupes, les rebelles, ainsi de suite. Et là, il a voulu récemment tuer le président Touadéra. Et là encore, ce même serpent se dirige du côté de l'Angola. L'Angola qu'il a déjà installé au pouvoir par un coup d'État en 1997. Il veut maintenant aller jouer un coup d'État à Lorenzo en passant par Mbalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau, et éventuellement le nouveau leader de l'UNITA. Du côté du Gabon, il continue de mener la pression parce qu'il veut vouloir installer le petit-fils du Gabon. Du côté du Cameroun, là encore, il veut vouloir créer la zizanie par les groupes rebelles de la République centrafricaine qui devaient donc aussi aller vers le Cameroun. Alors, chers amis démocrates africains, on vous le dit, vous n'avez certainement pas un œil ouvert pour comprendre que vous faites affaire à un serpent. Malin qu'il est, ce même serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc se cacher en prenant le symbole de l'éléphant, parce que l'éléphant a une grande mémoire. L'éléphant n'oublie jamais. Tous ceux qui ont commis la maladresse, ceux qui ont combattu Sassou, ceux qui ont osé le critiquer, ceux qui ont commis la maladresse de se rapprocher de cet homme, tous ne sont plus en vie. Je dis bien, tous ne sont plus en vie. Prenons par exemple tous ceux qui ont la plus grande partie des gens qui ont participé à la conférence nationale souveraine, ceux-là qui ont tenu des propos ou des critiques envers Sassou, tous ont été éliminés, morts par empoisonnement, par des stratégies mis en place par ce grand démon. Voyez, ce serpent venait là de voler tout l'argent du Congo, 30 000 milliards de francs CFA du contribuable congolais. Il les a tous, tout confisqués pour lui seul et pour sa famille. Alors, chers compatriotes congolais, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps à ce direct, mais on vous a dit, vous devez vous élever à l'étape de l'esprit pour voir dans cet homme que c'est un grand serpent, un véritable monstre dangereux qui se cache dans cet homme. Il n'a jamais eu de pitié, il n'aura jamais pitié. Il n'a jamais eu de la compassion, il n'aura jamais la compassion. Cet homme, c'est un grand monstre, vous le voyez d'une manière humaine, mais il n'est pas un humain. Vous devez vous élever à l'étape de l'esprit pour voir celui que nous appelons Sassou Nguesso. Vous devez comprendre que c'est un grand serpent, un véritable monstre. C'est le diable en personne, Sassou, que vous le voyez, chers amis. Nous avons eu cette grâce d'avoir cette révélation. Parce que le grand créateur, Yahvé Nkwamikangu, Nkwalulendo Nzambi Ampungu, nous a déjà dévoilé cet homme. Il nous a menés dans l'au-delà. Il nous a montré cet homme. Regardez ce serpent, comment il est rentré. Regardez ce que le serpent est en train de faire. Et là, le serpent est en train de préparer la naissance d'un serpent à 10 têtes. Et ça, c'est une révélation de Yahvé Nkwamikangu, Nkwalulendo. Il nous a montré, regardez. Voilà pourquoi nous avons pris une position forte sur cet homme. Comment vous pouvez comprendre que ce type domine tout le monde?
tous ceux qui viennent au palais de l'Élysée sont sous le contrôle de ces serpents. C'est lui qui dirige le palais de l'Élysée, ces serpents. C'est l'intelligence subtile du malin. C'est ce qu'il est. Mais il faut que vous vous élevez à l'étape de l'esprit. Comment pouvez-vous comprendre que ceux qui se disent des sages, les gardiens de temple dans nos villages, vont toujours aller chez lui déposer les peaux des animaux pour qu'ils mettent les pieds, tout en sachant qu'il a cassé, on peut simplement dire, toute la couche sociale au Congo. Il a cassé la famille, il a cassé toutes les institutions, les écoles, les hôpitaux, les routes, les retraités, les fonctionnaires, tous les emplois il a cassé. Mais tout le monde continue à aller s'agenouiller en face de ce type. Non, chers compatriotes, en ce jour du 31 décembre 2020, je voulais simplement vous dire que Dieu nous a bien révélé cet homme. Dieu nous a montré cet homme. Dieu nous a montré ce grand serpent, ce grand monstre qui va se cacher dans la Lima et qui sort à tout moment dans la Lima, qui va se ressourcer et qui revient pour emmener les âmes des Congolais. Sassou, c'est un véritable serpent dangereux. Vous n'avez pas le droit de vous rapprocher à cet homme. Il faut se battre corps et âme pour couper la tête de ces serpents et éviter que ce serpent puisse se mettre au monde. Le serpent a 10 têtes. Peuple du Congo, je tiens simplement à vous dire que le jardin d'Éden est en pleine disparition. Tant que ce serpent-là va continuer à régner, le jardin d'Éden, ça sera le chaos. Nous allons tout perdre. Les eaux ne vont plus nous appartenir. Les forêts ne vont plus nous appartenir. Les terres ne vont plus nous appartenir. Le sous-sol ne va plus nous appartenir. Nous serons simplement des feuilles mortes dans ce jardin d'Éden. Et d'autres profiteront de ça. Nous serons là en train de pleurer. Alors, peuple du Congo, en ce jour du 31 décembre 2020, nous vous demandons d'être debout pour mettre terme à la vie de ce serpent dès aujourd'hui et pour que nous puissions au moins récupérer ce pays. Par ces mots, nous tenons à vous dire que Dieu vous garde, que ceux qui ont eu la chance d'avoir un petit gagne-pain, d'avoir un petit bout de pain, partagé avec les autres, les familles les plus nantis du Congo, regardez les voisins qui sont autour de vous, partagez ce petit pain. Et ce n'est que de cette façon que nous pouvons vivre dans cette solidarité. Mais encore, néanmoins, on tient à vous le répéter, il faut se battre corps et âme pour mettre terme à la vie de ce serpent qui détruit, qui brise, qui tue, qui fracasse tout le monde. Merci encore, chers compatriotes. Nous vous souhaitons bonne année. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À bon entendeur, salut. La lutte continue. À la prochaine, chers amis. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi.
partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?